On est en 1966 et tu vas voir ta psy, Elisa. Mais il y a un truc qui cloche. Bah ouais, c'est un programme informatique. Le premier chatbot de l'histoire. Et son fonctionnement est ridicule, tellement c'est basique. Elle reconnaît quelques mots-clés et se contente de reformuler ton message en question. Aucune réelle compréhension du langage ou de ton état émotionnel. Pourtant à l'époque, on n'y voyait que du feu. Son impact sur les gens était suffisant pour créer une illusion d'intelligence et d'empathie. Et certains patients ont même demandé à poursuivre leur thérapie avec la machine. Bon, c'était sympa, mais niveau compréhension, c'est vraiment zéro. Entre ça et ChatGPT aujourd'hui, il y a eu énormément de catastrophes. Clippy, Bonzi et même ce truc. Et tout commence avec la correction orthographique quand la machine corrige l'humain. Si j'écris Popillon, toi t'as capté que je voulais dire papillon, mais ton ordi, comment il fait pour comprendre ça? Il va pas tester toutes les combinaisons possibles quand même. Pour que ça marche, on décompose un texte en plusieurs morceaux plus petits. On dit qu'on le tokenise. C'est grâce à ça qu'on a eu les premiers correcteurs orthographiques de l'histoire. L'algo le plus connu pour ça, c'est la distance de Levenshtein. Mais alors comment ça marche? C'est simple. Il dispose d'un dictionnaire contenant tous les mots de ta langue et du mot que tu viens d'écrire. Il commence par vérifier si ton mot existe, si oui c'est bon, pas de faute. Mais si c'est pas le cas, il va calculer la distance entre ton mot et le premier mot de son dico. En gros, il va se demander combien d'opérations il faut faire pour passer de l'un à l'autre. Ça peut être ajouter une lettre, en retirer une ou même en changer une en une autre. Et à la fin, on obtient un chiffre en additionnant le nombre d'opérations nécessaires. C'est ça la distance de Levenshtein. Plus qu'à faire ça avec tout le reste du dictionnaire. Plus le chiffre est petit, plus c'est probable que ce soit le mot que tu voulais écrire. C'est exactement le principe utilisé sur Spell, le premier correcteur orthographique numérique. Bon, il avait une limite, son dictionnaire contenait que 10 000 mots. Ça paraît beaucoup dit comme ça, mais en fait non, parce que même son successeur, WordCheck, a un problème là-dessus. À chaque fois que tu veux écrire computer, donc ordinateur en anglais, il le détecte comme une faute et le remplace par commuter. Bon, ça c'était l'algo de base, mais on peut l'améliorer en le combinant avec d'autres, comme avec Soundex, qui se base sur la prononciation des mots pour repérer les homonymes. Au départ, c'est que ça, il te dit simplement si ton mot existe ou pas, c'est de l'analyse morphologique. Et ça paraît être une simple comparaison, mais c'est un enfer dans la pratique, parce que chaque langue a sa propre grammaire et donc ses spécificités. Ça a posé problème dans les années 90 suite à une réforme de l'orthographe de la langue française. De nombreux mots ont changé d'écriture et les ordinateurs ont dû s'adapter en proposant deux modes différents, une moderne et une ancienne. Maintenant, les correcteurs orthographiques vont beaucoup plus loin en analysant aussi le contexte et des phrases complètes. C'est l'analyse syntaxique. Pour ça, il doit passer par une étape intermédiaire en regardant si tel mot est un sujet, un verbe, un COD. Bref, ça complexifie énormément le process. Mais ça permet aussi d'autres possibilités, comme le soulignement en rouge des mots incorrects dans Word, ou mieux, la traduction. Et oui, si tu sais quel mot correspond à quelle partie d'une phrase, suffit d'un dictionnaire et tu peux convertir en d'autres langues. Vous vous en doutez, c'est encore compliqué. Les expressions, la grammaire, il y a des tas de facteurs qui rendent ça plus dur. La traduction littérale, ça peut marcher de français à espagnol, mais pas forcément de français à chinois par exemple. Les langues sont construites différemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. On se contente plus de demander si une phrase est correcte ou non, on se demande quel sens elle a. C'est l'analyse sémantique. Et dans cette quête, pour améliorer notre interaction avec les machines, il y a eu des essais plus ou moins réussis. L'assistant le plus détesté de l'histoire. Tu te rappelles de Clippy? Mais si, ce petit trombone insupportable sur Word. Mais alors, pourquoi tout le monde le hait? Imagine, t'es tranquillement en train d'écrire une lettre importante pour trouver une alternance, et là... Allez, c'est bon. Mais de quoi je me mêle, dis donc? Ces dossiers sont privés. Et le pire c'est qu'il insiste, hein. Il vient t'embêter, tu l'ignores une fois, deux fois, et il revient avec des suggestions complètement à côté de la plaque. Comme, tu veux créer un tableau? Bah non Clippy, non, là je suis en train d'écrire un poème, qu'est-ce que tu me racontes? Mais alors, il sert à quoi? Pourquoi Microsoft a voulu implémenter dans ton PC un assistant aussi embêtant? En fait, dans les années 90, utiliser un ordinateur, c'était pas évident. C'est froid, complexe, et donc pour réchauffer un peu l'ambiance et rendre ça plus accessible, ils ont voulu lui donner un visage un peu plus accueillant. Et au final, tu sais quoi? Même Bill Gates le déteste. Il l'appelle TPS pour The Paperclip Shit. Et pourtant, ils étaient même pas à leur premier essai. Avant ça, il y a eu Microsoft Bob en 1995. Une interface entière avec des personnages animés pour t'aider à utiliser Windows 95. Et ça a été un flop si monumental
mental que dans la Silicon Valley, quand tu voulais parler d'un flop, tu disais juste « Ah oui, c'est un Bob ». Et tu vois ce petit chien là, c'est Rover. On l'a revu par la suite, c'est lui le guide qui t'aide à naviguer à travers Windows XP. Les gens commençaient à en avoir un peu marre de Microsoft avec ses assistants bizarres, donc ils l'ont juste surnommé Clippy, mais avec des poils. Mais le pire, il vient pas de chez eux, c'est BanzyBuddy. Un singe violet tout mignon qui fait tes recherches sur internet et qui vole toutes tes données. Et ouais, un spyware qu'on avait testé dans notre vidéo sur les virus. Mais au final, avec tous ces assistants bidons, l'idée derrière Clippy était pas si bête. Parce qu'aujourd'hui, on se base sur les fondements qu'il a posés. Une boîte de texte dans laquelle tu peux demander n'importe quoi, c'est exactement comme ça que fonctionnent les IA d'aujourd'hui. Ouais, il était trop avant-garde, c'est ça. Et si aujourd'hui on peut comprendre et générer du texte, c'est grâce à la tokenisation dont on parlait tout à l'heure. Son truc, c'est seulement deviner quel token a le plus de chances d'apparaître ensuite. Et il y a déjà des applications concrètes dans ton quotidien. Copilot, c'est son digne successeur. Bon, sauf que lui, il est vraiment utile. Un simple appui sur un bouton physique intégré au clavier et tu peux lui poser tes questions et obtenir des réponses instantanément. Bon, on a parlé d'IA qui fait des trucs de ouf, mais faut bien un PC qui suive, non? C'est à la Kaorus, nos partenaires pour cette vidéo débarquent avec leur 16X. Et franchement, c'est une bête de course. Imagine un peu, t'es en train de bosser sur un projet de montage, t'as 50 onglets ouverts, 3 logiciels qui tournent en même temps, et là, bah rien de spécial, hein, pas un seul ralentissement. C'est ça la puissance de la Aorus 16X. Et même une fois sorti du bureau, tu peux faire tourner les meilleurs jeux AAA du moment, genre Minecraft. Ouais bon, bah non, c'en est pas un, mais je connais que lui, donc mais tu peux jouer à ça aussi. Tout ça en ultra sans sourciller avec sa RTX 4070 et son écran 165 Hz. Et le truc le plus dingue, c'est portable. Tu peux l'emmener partout, bosser ou jouer pendant des heures, et quand la batterie commence à fatiguer, t'as 50% de charge en 30 minutes. Ah, et pour l'IA, c'est le top du top. Tu génères des images en 2 secondes, tu obtiens des réponses à toutes tes questions en un simple appui sur la touche Copilot. D'ailleurs, le 16X est en promo pour le Black Friday avec plein d'autres produits Aorus. N'hésitez pas à aller checker leur page dédiée. Une fois que tu auras goûté à la puissance de l'Aorus 16X, tu te demanderas comment t'as pu vivre sans. Merci à eux de nous accompagner pendant la vidéo. Mais aujourd'hui, le meilleur moyen de communiquer avec, ça reste la reconnaissance vocale quand la machine comprend l'humain. La pire secrétaire du monde. C'est comme ça qu'on appelait Audrey, le tout premier système de reconnaissance vocale de l'histoire. Mais pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, elle sait reconnaître que les chiffres de 0 à 9. Bravo. Pire, le constructeur, Bell Labs, promet un taux de réussite de 99%. Mais dans la vraie vie, ça tourne autour des 75. Ouais, pas terrible, surtout avec si peu d'utilité. C'est pour ça que 10 ans plus tard, IBM débarque avec sa Shoebox. 16 mots en anglais en plus des chiffres. On gagne des expressions arithmétiques comme le plus ou le moins. Et c'est déjà pas mal, mais ça attendra jusqu'en 1990 pour arriver dans les mains du grand public. 9000 $ pour acheter Dragon Dictate, le premier logiciel de reconnaissance vocale pour le grand public. Et cette fois-ci, il peut reconnaître jusqu'à 30 000 mots, avec un taux de réussite de 70 à 80%. Bon, on a 2 problèmes quand même. Déjà, avant de l'utiliser pour la première fois, tu dois passer 45 minutes à l'entraîner pour qu'il comprenne ta voix. Et même une fois ça fait, lors de la dictée, tu dois faire une pause de plusieurs secondes entre chaque mot. Ce serait une horreur à utiliser aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était fou. Et puis boum, 2011, Siri débarque et c'est la folie. Désolé, je n'ai pas compris votre demande. Ouais bon, elle était pas très futée au début, on va pas se mentir. Mais ça a quand même changé notre manière d'interagir avec nos appareils. Plus besoin de taper sur ton clavier pour connaître la météo ou pour mettre un minuteur. Un simple 10 Siri et le tour est joué. Et là, tout le monde veut son assistant vocal, donc c'est Amazon qui suit avec Alexa. Pratique pour commander des produits à la voix directement chez toi. Et pourtant au début, c'était pas gagné, hein. Il y avait des bugs bizarres. Elle pouvait se mettre à rire seule, à des moments complètement aléatoires. C'est super inquiétant, t'as ça chez toi, c'est trop bizarre. Hein. On dirait qu'elle se fiche de toi dans ton quotidien. Bon, heureusement, ça a vite été patché. Mais concrètement, comment on arrive à passer de simples ondes sonores à du texte? Parce que par exemple, le flux audio de cette vidéo, il ressemble à ça. Ouais, aucun moyen de lire ce qui est dit. Mais alors comment on fait? On analyse 3 choses. Les fréquences, donc la hauteur de la parole, l'intensité, si c'est fort ou doux, et comment le son change. C'est ça qui lui permet de savoir que quand ton intonation monte à la fin d'une phrase, il doit ajouter un point d'interrogation. À partir de ça, il compare ce que tu viens de dire avec tous les sons d'une bibliothèque qu'il a déjà,
NVIDIA, un peu comme le dictionnaire de la correction orthographique. Puis il essaye de comprendre ce que tu dis en mettant bout à bout les sons qu'il a reconnus. Il a donc une estimation phonétique de ta phrase. Plus qu'à comprendre le texte à partir des sons analysés. Et c'est là qu'interviennent des algos comme Soundex dont on parlait tout à l'heure, qui se basent sur la prononciation. Mais il s'arrête pas là, il va essayer de comprendre le sens global de ta phrase pour savoir quel mot ferait le plus de sens dans ce contexte. C'est impressionnant de savoir qu'il y a tout ça qui tourne dès que tu lances Siri ou la dictée vocale. Et maintenant avec l'IA, on a encore plus d'usages concrets comme les sous-titres en temps réel. Car oui, ceux de YouTube, ils sont créés une fois et montrés ensuite à tout le monde. Mais ici, c'est beaucoup plus puissant. Peu importe le site et la source de l'audio, tu peux lire la transcription en direct. Ou mieux, avec la traduction. Tu peux parler avec n'importe qui sur Terre, même si la personne ne parle pas ta langue. Bon, maintenant c'est cool de pouvoir parler à ton téléphone, c'est marrant, il te comprend, mais il faudrait aussi qu'il puisse te répondre. Et crois-moi, on en a fait du chemin depuis les premiers essais. La synthèse vocale quand l'humain comprend la machine. Ce truc, c'est la speaking machine, la machine à parler. Un soufflet pour les poumons, du cuir pour la bouche et le nez, et une hanche vibrante pour les cordes vocales. Et c'est la toute première synthèse vocale de l'histoire. Enfin ouais, là on en est loin quand même, hein. Ça fait des bruits hyper bizarres. Mais bon, on est en 1791, c'est un début. Son créateur, Kempelen, tu le connais peut-être pour autre chose. Ça a fait un carton à l'époque, un automate qui joue aux échecs. Oui, à plus de 200 ans. C'était le Turc mécanique. Son secret, y a un humain à l'intérieur en fait. Bon, ça paraît évident maintenant qu'il a pas pu créer une IA, mais à l'époque, tout le monde était choqué. Enfin bref, ensuite on a eu ça. Who saw you? She saw me. Un clavier et des pédales pour faire parler un robot. Alors ça commence à être compréhensible, hein, mais il y a un gros problème. C'est toujours un humain derrière qui écrit en temps réel. Et c'est super difficile, la moindre faute de frappe et tu dis n'importe quoi. Non, la vraie révolution, c'est quand on a pu lui faire prononcer un texte sans personne derrière. Et sur ça, le plus mythique, c'est le Dead Talk. I am Perfect Paul, the standard male voice. Ah, je sais pas vous, mais moi ça me donne un peu des frissons là, surtout le chuchotement là. Can you understand me even though I am whispering? Vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est celui que Stephen Hawking a utilisé pendant plus de 30 ans, sans jamais vouloir le mettre à jour. En fait, c'était devenu un peu comme sa marque de fabrique. I am thoroughly human and normal. At least, I try to be. Encore une fois, le principe est similaire. Tokenisation, analyse grammaticale, mais on a une étape en plus. Cette fois, au lieu de simplement garder des morceaux de mots, on va les découper en les parties sonores les plus petites possibles. C'est les phonèmes, il y en a 36 en français. Par exemple, le mot bonjour sera découpé en b, on, j, ou et r. En faisant ça, on n'a plus qu'à prononcer les phonèmes les uns à la suite des autres et on obtient un langage à peu près intelligible. Mais attention, c'est que la partie visible de l'iceberg. Si on se contentait de ça, le résultat serait horrible à entendre et pas du tout naturel. C'est pour ça qu'en 2016, Google DeepMind sort WaveNet, une IA qui génère directement des ondes sonores. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle de nos voix pour synthétiser votre texte au besoin. Et ils enchaînent l'année d'après avec Tacotron 2 et des résultats encore plus réalistes. Ça y est, on se rapproche à s'y méprendre de celle des êtres humains. Et c'est loin d'être fini. Aujourd'hui, avec des boîtes comme Eleven Labs, tu peux carrément cloner la tienne juste avec quelques minutes d'enregistrement. Ouais, ça change de la vieille époque où même tes jeux flash buggaient. Tu te souviens de ton premier ordinateur? Une grosse boîte beige qui vibre sur ton bureau avec un écran cathodique, un clavier bruyant. À l'époque, pourtant, c'était le top du top de la technologie. Et maintenant, regarde où on en est aujourd'hui. L'IA dans nos PC, c'est pas juste une nouvelle fonctionnalité cool, c'est une révolution profonde de la relation entre l'humain et la machine. Prenons l'exemple du ray tracing. C'est une technologie qui rend tes jeux ultra réalistes, mais qui est super gourmande en ressources. Tu te souviens des annonces de dingue de Nvidia en 2019? Ah là là, Minecraft en RTX, c'était une vraie claque visuelle. Mais si ton PC peut faire tourner ça en 4K à 60 images par seconde, c'est en partie grâce à l'IA. Pour arriver à un tel résultat, il te ment complètement. Il lance le jeu dans une résolution plus faible, et c'est une IA qui se charge d'augmenter la résolution en temps réel. C'est ce qu'on appelle le DLSS pour Nvidia par exemple. Mais maintenant c'est devenu encore plus fou, elle peut même combler les trous entre les images et multiplier par 2 ou 3 la fluidité de ton jeu. Et il s'arrête pas là en plus, hein. C'est vraiment devenu le chef d'orchestre de ta machine. Elle jongle entre tes composants pour optimiser la batterie et les performances. Elle sait quand utiliser la grosse carte graphique pour les tâches lourdes et quand passer sur le petit GPU intégré pour économiser de l'énergie. Elle peut même anticiper tes habitudes et précharger tes jeux préférés avant même que tu les lances. Ouais, nos ordinateurs, c'est plus de simples outils.
Ils deviennent de véritables compagnons, des extensions de notre esprit. Imagine, un jour, tu pourras t'asseoir devant le tien et il te comprendra. Pas besoin de clavier, de souris, ni même de ta voix, mais de tes intentions et de tes émotions. Un simple regard, une pensée et ton PC saura exactement ce que tu veux. Évidemment, ça peut poser plein de questions éthiques, mais l'IA dans nos PC, c'est bien plus qu'une simple amélioration technologique. C'est une promesse. La promesse d'un avenir où nos ordinateurs grandissent avec nous, apprennent de nous et nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Merci à Aorus de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Si tu veux vivre l'expérience ultime du gaming et de la création, n'hésite pas à checker l'Aorus CZX. Tu te garantis une puissance tout le temps à portée de main. Le lien est en description. Laissez le pouce bleu de l'amour et abonnez-vous. Allez les amis, ciao!